9h, 10h30. Santé, service, c'est la vie. Rodrigue sur RCI. Et jamais tout seul. Jamais tout seul. Il y a toujours, bien entendu, un invité, une invitée. Il y a bien sûr notre réalisateur GG que je salue. Je vous présenterai notre invité du jour dans quelques secondes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de remercier tous ceux et toutes celles qui prennent du temps pour venir échanger avec nous au 05 96 63 12 12 afin de vous distiller de bons conseils, que ce soit sur un volet santé ou encore sur un volet service. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h30 pour ce dernier rendez-vous de la semaine avec Julie Monfrat Déco. Julie qui est mon invitée ce matin. Bonjour Julie. Bonjour Rodrigue. Bienvenue une fois de plus dans ce studio. Alors voici le thème que nous aborderons donc avec toi Julie et avec bien sûr nos auditeurs et auditrices à travers leurs questions, leurs témoignages. Comment aider son enfant, adolescent, à être bien dans ses baskets? Les ados. Vaste la sujet. Fameuse crise d'adolescence, ces choses comme ça. Enfin bref, vous avez des ados, vous avez un ado à la maison, vous voulez savoir comment on peut l'aider, cet ado, à être bien dans ses baskets. On va expliquer ce que c'est qu'être bien dans ses baskets. Il y a plusieurs choses qu'on pourrait évoquer sur cela. Et puis on parlera en deuxième partie de rendez-vous de 2 exercices. Oui, moi j'adore. Alors ça, j'adore les exercices. J'adore. Toi aussi tu les adores. Ah bah oui, donc moi je les pratique tous les jours. On les fait normalement. Oui, tout à fait. Tranquille. Tout à fait. D'accord, tu vois. Yes. Avec la méthode éducative 3C, concentration, calme et contrôle pour se détendre et avoir confiance en soi. Voici pour le menu du jour. Merci en tout cas, ma chère Julie, de partager ce moment avec nous. On va te retrouver dans un instant. Le temps de la musique avec Guy Vadeleu. La vie a changé. Et on vous retrouve dans un instant au 05 96 63 12 12. Et bien sûr, Julie Monfrat Déco Julie pour le thème que nous abordons aujourd'hui. Comment aider son enfant adolescent à être bien dans ses basket. À tout de suite. La vie a changé, tout le monde est passé, tout le bagage changé, Mazouk résistait. La vie a changé, tout le monde est passé, tout le bagage changé, mais Mazouk résistait. Leonardi, Charlotte Boussakobo, laissez la vie par la jeunesse. Francisco dit, Caroline, c'est anti-femme qui chaud. Marius dit, pour soi chéri, nous qui dansons anti-mazou. Moi-même dit, maman, moi dit, moi, par la mazou là. La vie a changé, tout le monde est passé, tout le bagage changé. Mazouk résistait, la vie a changé, tout le monde est passé, tout le bagage changé, mais Mazouk résistait. La nature changé, les hommes dépassés, c'est eux même qui ont détruit la terre. Maladie arrivée, les hommes paniqués, la vie changé, les hommes aussi. Yo qu'à chercher, détruit la terre, mais faut qu'on Dieu mette la main. Musique l'a changé, Mazouk résisté, Mazouk vient là irrésister. La vie a changé, tout le monde est passé, tout le bagage changé, Mazouk résistait. La vie a changé, tout le monde est passé, tout le bagage changé, mais Mazouk résistait. Boy, boy.
C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. Et comme je le disais, il n'est pas seul. Il est avec Julie Bonfrat ce matin, des cours Julie, avec laquelle vous pourrez donc échanger au 05 96 63 12 12, comment aider son enfant adolescent à être bien dans ses baskets. Et puis on parlera également de 2 exercices de méthode éducative 3C, concentration, calme et contrôle, pour se détendre et avoir surtout confiance en soi. Une petite parenthèse que je souhaite ouvrir, ma chère Julie, avant que nous commencions notre échange, pour rappeler à ceux et celles qui nous écoutent et qui ont envie de repartir avec la coquette somme de 4 000 €. Je dis bien 4 000 € aujourd'hui à l'occasion de ce vendredi 13. Oui, on est vendredi 13, si vous n'avez pas encore remarqué. Donc à cette occasion, RCI vous offre la possibilité de gagner 4 000 € à notre grand jeu Comment ça cache. Vous envoyez donc RCI 972 au 97 777. Ensuite, vous envoyez le mot de passe. Il sera valable jusqu'au tirage au sort. Donc aujourd'hui avec le CCL, comme c'est carrément Léa, donc cet après-midi, aux alentours de 17h50. Donc vous envoyez par SMS le mot suivant, trèfle, T-R-E-F-L-E, T-R-E-F-L-E, trèfle, et le mot de passe à envoyer également par SMS au 97 777, et puis vous attendez sagement que votre nom, votre prénom soit tiré au sort. À vos SMS. Bon, parenthèse refermée, nous allons tout de suite aborder le sujet qui nous intéressera aujourd'hui, proposé en tout cas par Julie des cours Julie. Comment aider son enfant adolescent à être bien dans ses baskets. Ça fait partie des choses que tu pratiques également au sein des cours du Julie, parce que quand on parle des cours Julie, on voit sur tous les cours, enfin, oui, on pense aux matières qui sont dispensées au cours Julie, mais ça fait partie des choses que sur lesquelles tu mets également l'accent. Oui, tout à fait, c'est la priorité. Tu en accompagnes pas mal des adolescents aussi. Oui, des enfants et des adolescents, et la priorité vraiment c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils soient bien dans leur peau, et au moins qu'ils soient bien pour pouvoir travailler, parce que on a vu, je sais pas si on en a parlé la dernière fois, que le stress empêche les 2 hémisphères du cerveau de communiquer entre eux, par exemple. Donc une émotion qui serait restée là sans qu'on puisse l'évacuer empêche le cerveau de travailler. Donc ça, c'est un des exemples qui montre bien qu'on a besoin d'être bien, d'être à l'aise et détendu pour pouvoir travailler. D'accord. Petite précision dans l'intitulé du sujet que tu nous as proposé aujourd'hui. En fait, on parle des adolescents, mais également des enfants. Oui. D'accord. On parle des enfants et des adolescents. J'ai fait le lien avec l'adolescence directement, mais c'est enfants et adolescents. Oui, et d'ailleurs, l'adolescence arrive de plus en plus tôt. Maintenant, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons en primaire déjà commencent à avoir des signes de puberté. Ouais. Donc en réalité, quasiment tous les enfants dont je m'occupe sont plus ou moins dans l'adolescence en réalité, puisqu'on commence au primaire. Parce qu'on parle aujourd'hui de pré-ado aussi. On parle de pré-adolescence et également. Donc c'est certainement de cela dont tu parles. Oui, c'est ça. Alors 05 96 63 12 12, vous souhaitez avoir des conseils donnés par Julie des cours Julie sur ce thème. Je le rappelle que nous abordons aujourd'hui comment aider votre enfant ou votre adolescent à être bien dans ses baskets. Bien dans ses baskets, ça peut être très, très, très large en fait. Ça peut être de l'ordre physique, psychique. Être bien dans ses baskets, ça peut faire allusion à l'hygiène de vie. Ça peut faire allusion également à la gestion de ces changements qui s'opèrent à cet âge-là aussi. Tout à fait. Donc oui, il y a la gestion des changements, il y a l'alimentation, la fatigue, il y a le stress, il y a la confiance en soi. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, et dans la vie de famille, c'est là que tout se joue en fait. Et ça interfère forcément à l'école. Ça interfère forcément sur le comportement de l'enfant ou de l'ado. Ah oui, et encore plus que ce que je pensais. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ouais. Oui, j'ai appris pas mal de choses ces derniers temps, notamment au niveau de l'alimentation. D'accord. On revient dans un instant, ma chère Julie. On a quelques pistes de bons plans à explorer aujourd'hui. Et la première de ces pistes, c'est Eurogold. C'est bien ça? Dans un instant, nous retrouvons Kate. Promo, vente flash, 100% bonnes affaires sur RCI. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. Avec Julie Descours. Julie, on s'intéresse aux enfants, aux adolescents, comment les aider, ces enfants et adolescents. Alors, voilà, pour être bien dans leur basket. Je rappelle que vous pouvez donc, quand vous le souhaitez, intervenir au 05 96 63 12 12. Tu parlais de quelque chose qui m'a interpellé juste avant la pause. Tu parlais d'alimentation. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il existe des études qui sont menées sur l'alimentation, sur l'utilisation des écrans. On va en parler également. Et l'impact que tout cela peut avoir sur un enfant ou encore sur un adolescent. Ce qu'on mange
peut effectivement créer certains troubles du comportement, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, on sait déjà que l'alimentation, c'est le meilleur des médicaments. Ça, tout le monde sait que voilà, selon ce qu'on mange, on va être plus ou moins en forme, plus ou moins fatigué, etc. Oui. On avait vu aussi, il y a quelques années, une étude qui était sortie dans un pays du Nord, je ne sais plus lequel, où une école avait demandé aux parents d'élèves de ne plus donner d'aliments transformés, donc de gâteaux industriels, de produits surgelés, tout ça, transformés, à leurs enfants pendant 1 mois. Et l'équipe pédagogique avait noté une nette diminution de l'agitation et une forte augmentation de la concentration. Ouais. Voilà, donc il y avait déjà cette étude-là. Et là, dernièrement, j'en ai vu une autre qui m'a aussi interpellée. Une étude qui est faite donc sur des rats à qui on regarde s'ils préfèrent manger du sucre ou des protéines. Bon. Et ils ont fait aussi une étude sur des personnes qui n'ont pas mangé la même chose au petit déjeuner. Et selon ce qu'ils mangent au petit déjeuner, s'ils mangent du sucre ou des protéines, ils ne prennent pas les mêmes décisions dans la journée. Ils sont plus ou moins agressifs. Ils prennent des décisions plus ou moins agressives en fonction de ce qu'ils ont mangé. Donc ça m'a vraiment interpellée. Parce qu'en fait, on se rend peut-être pas compte à quel point l'alimentation peut changer notre vie, nos décisions, même la motivation des jeunes, parce que les parents parlent souvent de motivation. La motivation est liée aussi à l'alimentation. Une alimentation saine est vraiment importante. On peut faire des exceptions, mais des exceptions tous les jours, ça change beaucoup de choses au final. C'est plus l'exception, du coup. Oui, voilà. On a aussi prouvé que le sucre, c'est une drogue au même titre que la cocaïne. C'est-à-dire que des souris à qui on donne à manger du sucre régulièrement, quand on arrête, elles ont, ou des rats, je sais plus, ils ont les mêmes symptômes que quand on arrête de leur donner de la cocaïne. D'accord. C'est les mêmes mécanismes dans le cerveau. Donc quand on sait ça, effectivement, on fait attention à la quantité de sucre qu'on donne à nos enfants, à nos ados. Bon, même si on ne peut pas tout gérer. Ils vont à l'école, ils ont leur argent de poche. Oui, mais moi, c'est vrai qu'avec avec mon argent de poche. C'est vrai qu'avec les outils dont nous disposons aujourd'hui, ce sont des informations qu'on peut avoir facilement. En tout cas, au moins se renseigner. Parce que d'emblée, comme ça, on ne peut pas... effectivement, on pourrait ne pas maîtriser les impacts d'une forte consommation de sucre. Non, déjà, oui, d'autant qu'il y pour a éviter beaucoup de l'obésité, publicité, etc., le diabète et tout ça. Mais on ne se pose peut-être pas la question directement de savoir, mon enfant, il change de comportement, il est bizarre parce que, peut-être qu'il mange trop de sucre. Mais sauf que l'information, on peut l'avoir. Oui, tout à fait. Alors après, il y a beaucoup de lobby industriel. On a beaucoup de publicité sur les produits industriels. Quand on va dans les supermarchés, ils sont mis en valeur. Quand on regarde la télé, il y a beaucoup de publicité. Donc forcément, le cerveau, après, a envie d'aller acheter ces produits-là. Voilà. Mais après, il faut gérer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger du tout de sucre. Mais on peut gérer l'apport en sucre. On a besoin aussi. Voilà. Il faut quand même que ça soit raisonnable et savoir que c'est une drogue. Ouais. Pour s'arrêter du sucre, de manger du sucre, c'est très, très, très compliqué. Oui. Alors je rappelle que vous pouvez donc intervenir si vous le souhaitez au 05 96 63 12 12. Cet échange vous intéresse, vous avez un enfant, un adolescent et vous auriez souhaité qu'il soit aidé pour qu'il se sente mieux dans ses baskets, puisque c'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Et puis il y a les écrans. Bah oui, tout à fait. Donc les écrans, c'est une drogue également. Alors c'est pas tout à fait les mêmes circuits neuronaux que le sucre ou les drogues, ce qu'on mange, ce qu'on ingurgite. Mais quand même, les études ont prouvé qu'ils agissent comme une drogue. Et aux États-Unis, il y a des centres pour se détoxifier des drogues, dont les écrans. Donc, c'est les mêmes personnes, en fait, qui sont accueillies dans le centre, qu'ils soient accros aux écrans ou qu'ils soient accros à la cocaïne. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Et ce qu'il faut savoir aussi au niveau des écrans, c'est que jusqu'à 21 ans, le cerveau n'est pas formé. Donc, le cerveau n'est pas capable de s'arrêter seul. C'est-à-dire que même si votre enfant fait une crise parce que vous lui enlevez l'écran, d'abord c'est normal, parce que voilà, c'est une grosse frustration pour lui, parce qu'il ne sait pas s'arrêter seul, vous devez le faire pour lui. Et même s'il fait une crise, il faut quand même lui enlever l'écran. Il ne faut pas dire tant pis, il fait une crise, je reste un peu plus longtemps, etc. Les écrans, c'est vraiment aux parents de cadrer. Même pour les plus grands, puisqu'on a vu que jusqu'à 21 ans, le cerveau ne sait pas se réguler seul. C'est aux parents de cadrer la durée d'écran. D'accord. Et alors, ce qui est aussi assez fou, c'est que la durée d'écran, en fait, alors l'âge à partir duquel on peut commencer les écrans, et également la durée d'écran,
on a remarqué dans une vaste étude américaine qui a été faite il y a 2-3 ans, qui est en cours et qui a démarré justement au moment où les écrans vraiment sont sortis, et sur ces enfants-là, les enfants qui sont nés avec les écrans en fait. On a démarré cette étude là-dessus, donc on regarde les contenus et on regarde également la durée. Et les scientifiques, quand on leur demande à partir de quel âge on peut commencer à donner un écran à un enfant, ils répondent qu'en fait, plus on commence tôt, plus les dommages sont importants sur la partie cognitive, réflexion, agressivité. Il y a aussi une partie du cerveau qui se rétrécit, alors que normalement ça se rétrécit quand on vieillit, vraiment plus tard. Ça commence à cet âge-là, ça commence très très jeune à cause des écrans. Et il dit que la courbe est continue, c'est-à-dire qu'il ne peut pas donner d'âge à partir duquel on peut commencer à donner les écrans. En gros, plus on commence tard, mieux c'est. D'accord. Et c'est la même chose pour la durée d'écran. La durée, on ne peut pas dire on va dire c'est 30 minutes par jour, c'est 2 heures par jour. En fait, moins on donne de durée d'écran dans la journée, mieux c'est. Leïla est en ligne, on va l'écouter. Julie, bonjour Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup, bonjour. Nous t'écoutons. Moi, je reviens sur le sujet des goûters, des collations à l'école. Oui. Voilà, les écoles maintenant demandent des emballages individuels et fermés, donc de l'industriel forcément. Oui. Et je sais qu'à mon époque, on avait le droit à un goûter fourni par l'école et quelque chose de très sain, un fruit, un lait, un laitage. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on abandonne un peu nos enfants sur ce sujet-là à l'école. Et du coup, je voulais savoir quelle était une formule saine pour un goûter. Dans le cas de figure que tu présentes, Leïla, c'est-à-dire que l'enfant ne peut pas venir avec son propre goûter. Il n'a pas le droit de venir avec son propre goûter. Il faut que ce soit de l'industriel, au fait. Il faut qu'il y ait la liste des ingrédients en cas d'allergie, en cas de... etc. Non, quand je disais son propre goûter, je veux dire le goûter fait par maman ou par papa, c'est ça. Fait par maman, non, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de faire nos gâteaux. Voilà, on n'a pas le droit. Alors j'ai entendu parler de ça, même quand on fait un goûter d'anniversaire, les parents ne peuvent pas faire un gâteau d'anniversaire et l'amener à l'école, ça doit être un gâteau industriel. Ah bon. Parce qu'en fait, on ne sait pas, en gros, donc il y a la liste des ingrédients comme dit Leïla, et il y a aussi le fait que quand on fait à la maison, on ne sait pas si à la maison les règles d'hygiène sont respectées. Mais personnellement, moi je trouve ça fou d'en arriver là, parce qu'effectivement du coup on se retrouve à donner justement ce que je viens de dire qui est pas bon pour l'enfant. C'est ce qu'elle évoque là. Alors ce que je fais au cours Julie, parce qu'aussi pareil depuis le Covid, je fais encore plus attention, et dans les boulangeries souvent les personnes qui touchent l'argent touchent aussi les aliments. Donc avant je donnais du pain viennois fait ici quoi. J'ai arrêté. J'achète des gâteaux, je regarde la liste. Alors c'est bio. C'est du sucre de canne, c'est pas du sucre blanc, c'est quand même moins pire entre guillemets, et j'en donne qu'un, mais par contre c'est pas en emballage individuel effectivement. Alors ça aussi pour l'écologie c'est hallucinant, et pour l'enfant c'est pas génial non plus. D'accord. Alors à ce sujet-là, faudrait peut-être regarder si y a vraiment des règles officielles, des lois officielles qui disent ça, ou si c'est l'école qui impose ça. Faudrait voir ça, parce que si c'est l'école, il y a peut-être la possibilité d'ouvrir une discussion pour voir s'il y a moyen de changer ça, et notamment en utilisant les études qui ont été faites au sujet des produits industriels. Parce qu'à ce moment-là, c'est la balance, c'est comme en médecine, c'est la balance entre bénéfice-risque. Est-ce que le risque est tellement important que vous donniez, en plus c'est vous qui vous donnez à votre enfant, là quand même vous savez ce que vous lui donnez. Et puis s'il échange avec un camarade, vous n'allez pas le voir. Mes élèves, ils échangent leur goûter à l'école, ils me le disent. Donc en réalité, est-ce que vraiment c'est important, c'est plus important ça que le fait d'obliger les gens à donner à leurs enfants des gâteaux industriels quand on sait les ravages que ça fait. Mais à grosse dose. C'est quand même un point important que vient de soulever tout à fait. Leïla, quand même, puisque d'autant plus qu'on parle maintenant de l'obésité à l'école, et que en fait nos politiques publiques en parlent mais n'agissent pas dans le bon sens. D'accord. Donc il faudrait que toutes les écoles soient au même niveau, que même s'il est possible qu'il y ait une contribution des parents. Je sais que nous, l'année hors Covid, on avait une contribution de 10 € par an par enfant pour un goûter.
D'accord. Oui. Et tout le monde était au même niveau, tout le monde avait la même chose et il n'y avait pas de disparité. Il y a ça aussi qui est important. Ouais. Au cours, je donne le goûter parce que je veux pas que chacun ait quelque chose de différent et qu'on puisse avoir envie du goûter de l'autre, etc. Et en plus, j'essaie effectivement de donner quelque chose d'équilibré parce que si on a un qui a des fruits, j'ai une élève comme ça, elle amène des fruits, une plus grande, une collégienne, donc elle a le droit d'amener ce qu'elle veut, et les autres se moquent d'elle parce qu'elle mange des fruits. Ah ouais. D'accord. Voilà. On est habitué au chocolat. Voilà. Ça va jusque là. Voilà. Donc effectivement, si tout le monde a la même chose, ça enlève ce problème-là. Cette frustration-là. Tout à fait. Et puis, oui, tout à fait. Merci Leïla. Pas mal de problèmes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Leïla pour ton intervention. Merci. Julie, on se retrouve dans un instant. Soyez patient au téléphone. Il est 9h36. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. Il est 9h39, Marcel est en ligne, ma chère Julie, nous allons l'accueillir. Bonjour Marcel. Bonjour Marcel. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, je voulais intervenir par rapport à cette affaire de gâteau qu'on ne veut pas que les gens amènent à l'école quand il y a des anniversaires. C'est parce qu'on avait trouvé de la drogue dans un gâteau qu'on avait fait maisons. Ah, j'ai entendu parler de ça. Il y a des enfants qui étaient j'ai entendu malades. Parler de ça. Oui. C'est passé au Vauclin. Oui, j'ai entendu parler de ça. On s'en souvient. Depuis. On s'en souvient de cette histoire-là. Oui, non, mais on n'a pas. Eh ben voilà, c'est pour cela. On n'a pas dit que c'est anormal que ça soit interdit. On se posait la question de savoir effectivement comment mieux gérer la situation. Mais c'est vrai et que je me souviens de cette histoire-là. Que pour éviter ce type de désagrément, oui, il vaudrait mieux peut-être arriver avec un gâteau fait dans une pâtisserie, une boulangerie ou que sais-je encore, de manière industrielle. Voilà. Après, je rejoins Leïla quand même sur l'idée que c'était une bonne idée de demander une contribution aux parents et que ça soit l'école tout simplement qui donne un goûter équilibré. Ça, c'était vraiment la meilleure solution parce qu'on peut donner des fruits, on peut faire des gâteaux. Et au moins l'école sait qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que les enfants mangent. En fait, on parlait du fait qu'il faudrait de plus en plus éviter ces aliments forts en sucre aussi. C'était ça un peu l'idée. Le fait que ça soit industriel, qu'il y ait beaucoup d'additifs et de perturbateurs endocriniens, et le fait qu'il y ait beaucoup de sucre. En plus, on habite en Martinique, on a du sucre de canne, et le sucre de canne, ça fait pas la même chose sur l'organisme que le sucre blanc. Voilà. C'est quand même mieux de manger du sucre de canne. Alors, on va aller chercher des gâteaux industriels qui viennent de très loin, alors que nous, on a notre sucre de canne et qu'on peut faire nous-mêmes nos gâteaux. Oui, on est d'accord. Mais Marcel, c'est bien d'avoir souligné cela aussi. Merci. Effectivement, merci Marcel. Oui, parce que je me souviens de cette histoire. Effectivement. Oui, là, c'est grave. Ah oui, c'est même très, très grave. Revenons sur les écrans. Revenons sur les écrans. Tu le disais, jusqu'à l'âge de 21 ans, le cerveau, il n'est pas encore bien formé. L'enfant ou l'adolescent ne peut pas s'arrêter de lui-même, il faut l'aider. Oui. Sauf que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, qu'on baisse un peu les bras et... Peut-être, excuse-moi l'expression, on en a marre de répéter les mêmes choses. Sors devant l'écran, arrête. Finalement, on dit, allez, basta. Ouais, tout à fait. Alors en fait, là, ça rejoint un des deux besoins fondamentaux de l'enfant, c'est le cadre et la structure. Ça, c'est aux parents de le fixer. Donc en fait, il y a des aides pour ça. On peut très bien, par exemple... parce que là, il y a des parents qui nous écoutent et qui se disent, bon là, c'est déjà la cata, mon enfant il est déjà accro aux jeux vidéo. Non, c'est jamais trop tard. Vous pouvez vous poser avec lui, faire un planning où vous mettez les heures d'écran. Il peut y avoir aussi les heures de devoir, les sorties en famille, etc. Donc pour la semaine, ça serait toujours le même et puis on le modifierait en fonction du temps pour diminuer petit à petit les écrans ou pour adapter en fonction de comment ça a été, si finalement il y a besoin d'adapter. Et puis un planning qu'on fait le vendredi soir en famille pour le week-end. Ça permet aussi aux élèves de s'organiser quand ils veulent travailler. Ouais. Et au niveau des écrans, en fait, vous demandez à l'enfant, pas sur le moment où vous êtes en train de lui enlever l'écran, quand il est calmé, quand il est zen, on en discute tranquillement et de voir, bon voilà, les écrans c'est pas bon pour toi, ils le savent les gamins, c'est pas la peine de... Ils savent, ils comprennent, mais ils n'arrivent pas à s'arrêter seuls. Donc on en discute avec eux quand ils sont calmes et on voit quelle est la possibilité, qu'est-ce qu'ils sont prêts à accepter comme diminution d'écran.
Et ça vient petit à petit. J'ai un élève, on en avait discuté, donc ça, j'avais fait ça avec la maman et lui. Il passe tout son temps sur les écrans et en plus, il a une phobie scolaire. Donc là, c'est très compliqué. Et quand la maman est au travail, lui, il est à la maison devant les écrans. Et donc, il a accepté que sa maman coupe le Wi-Fi à 21h. Voilà, donc 21h, peut-être ça peut faire tard, mais en tout cas, c'est déjà mieux que 22h, 23h, minuit, parce qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Tout à fait. Et donc, en fait, tous les soirs, à 21h, sa maman coupe le Wi-Fi. Et puis lui, évidemment, ça l'énerve. Mais bon, comme c'était entendu, il dit rien et il fait un exercice de méthode 3C pour faire partir sa colère au moment où sa maman coupe le Wi-Fi et puis il passe à autre chose. Voilà. Et puis petit à petit, sa maman va pouvoir diminuer la durée d'écran en accord avec son enfant. Parce que c'est vrai que c'est pas non plus facile pour l'enfant. On peut pas lui dire du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On sait que pour se sevrer d'une drogue, c'est pas facile. Donc, il faut y aller tranquille, d'autant que les copains, ils jouent aussi sur les mêmes jeux. Ouais. Les jeux de combat, d'ailleurs, moi, ça me plaît pas trop. Et également, les autres enfants ont aussi un téléphone, on communique par les réseaux sociaux, WhatsApp, etc. Et du coup, du jour au lendemain, plus de téléphone, c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi parce que l'école aussi demande qu'on utilise beaucoup de téléphones. Parce que y a les groupes WhatsApp ou les groupes de parents ou les groupes d'enfants où on communique sur ce qu'il y a à faire, les sorties, etc., etc. Et même Pronote, on le regarde souvent, Pronote ou les cahiers de texte en ligne, on les regarde souvent sur le téléphone. Et donc, au final, les écrans sont un outil indispensable aussi pour l'école. Donc, du coup, ça devient vraiment difficile de pouvoir gérer le temps d'écran. On revient dans un instant, il est 9h44. Allez, on poursuit 9h50 à la pendule d'RCI. Je rappelle que nous parlons donc des enfants, des adolescents avec Julie Bonfrat des cours Julie, comment les aider à être mieux dans leur basket. Et puis on verra tout à l'heure des exercices de concentration. Rappelle-moi. Un exercice pour pour se détendre et un exercice pour développer la confiance en soi. Voilà. Léla est toujours là. Elle voudrait rajouter quelque chose, visiblement, c'est ça ? Oui. Vas-y, rapidement. Oui, c'est la première fois que je peux écouter l'émission et je suis très contente de pouvoir intervenir. Je t'en prie. Concernant les écrans, que pense Julie sur les écoles qui travaillent sur les tablettes ? Oui. Et qui forcément amènent de la dérive de la part des enfants, puisque après ils jouent sur certaines applications. Ouais, il faut cadrer encore. J'ai des élèves effectivement qui viennent avec leur tablette, qui regardent leurs devoirs dessus, et il y en a, ils regardent leurs devoirs. Donc il y a la tablette à côté, il y a marqué les devoirs, mais ils font leurs devoirs sur le livre à côté. Quand c'est sur la tablette, c'est plus compliqué parce que ça fait beaucoup de temps d'écran. Moi en primaire, j'aime pas trop. Même si je donne un écran à un élève pour faire un jeu de maths ou de français, je limite à 10-20 minutes, pas plus. D'accord. Mais en général, quand même, il y a des jeux, mais quand c'est des jeux éducatifs parce que la tablette, normalement, elle est bridée. Normalement. Mais effectivement, l'étude dont je vous parlais tout à l'heure... Juste une parenthèse, c'est vrai qu'on peut autoriser ou non certains accès, en fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et l'étude les collégiens sont très forts pour déjouer les accès, hein. Oui, mais bon, ça dépend de quels outils on utilise pour interdire les accès. Ils sont pas non plus. Normalement, il y a des choses qu'on peut sont pas au niveau des hackers à cet âge-là. Il y a des logiciels qu'on peut pas installer normalement sur les tablettes qu'on donne à l'école. Et en fait, l'étude dont je vous parlais tout à l'heure regarde pas seulement la durée et l'âge auquel on commence à regarder les écrans. Elle regarde aussi le contenu de ce que font les enfants sur les écrans. Donc effectivement, c'est quand même pas le même impact si on regarde les réseaux sociaux ou si on utilise l'écran pour travailler. Mais ceci dit, quand même, même si c'est pour travailler, il est prouvé qu'il faut quand même limiter le temps d'écran. Il faut être extrêmement véatif, en fait, aussi. Donc c'est pas évident. Et notamment, je parlais tout à l'heure des cahiers de texte en ligne. Il y a des dérives aussi, parce que du coup, quand avant on avait le cahier de texte, moi je me souviens, quand j'enseignais au collège, il y avait un grand cahier de texte rouge, et les gamins, un des gamins me l'amenait, je notais les devoirs dessus, il repartait avec. Oui. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pas recevoir des devoirs en plus le soir ou les week-ends.
Moi, j'avais noté ou j'avais pas noté. J'avais pas noté, tant pis, les devoirs étaient pas faits. Oui, parce que tu n'avais pas noté. Ben oui, parce que je pouvais pas les appeler ou leur envoyer un mail ou leur envoyer un truc sur le cahier de texte en ligne pour leur dire de travailler. Donc il y a ça aussi, c'est que quand ça arrive n'importe quand, on est obligé de regarder, entre guillemets, parce que les enfants et les parents sont stressés des choses qui arrivent. Donc il y a aussi ça. Donc effectivement, ça soulève aussi beaucoup de questions. Oui. Et à contrario, Julie, une école qui n'est pas du tout tournée vers le numérique, quel est l'impact pour nos enfants ? C'est une génération un peu 2.0. Ouais. Et du coup, moi, dans l'école où sont mes enfants, j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout tournés vers le numérique. Il n'y a pas de sauf que l'outil aujourd'hui, l'outil numérique, il est dans notre environnement du quotidien. Ils l'ont quand même à la maison. L'électroménager, les appareils électroménagers, des choses comme ça. Même basique relève également du numérique. Alors, donc tu poses la question de savoir est-ce que le sans numérique ne les coupe pas un petit peu du monde réel ? Oui, puisque du coup ils savent pas trop écrire. Pour ceux qui ne l'utilisent pas, ils savent pas écrire. Quand je dis ils savent pas écrire, ils savent pas taper un texte, faire une recherche Google, etc. Ah, d'accord. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Du coup, quel est l'impact d'une école qui n'utilise pas le numérique ? Je vois ce que vous voulez dire. Alors, j'ai pas d'études là-dessus. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que tous les milliardaires qui ont inventé tous les ordinateurs, les tablettes, les réseaux sociaux, etc., eux, ils mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas d'écran. Ah bon. Voilà, ça vous donne un élément de réponse. Et ils n'ont pas d'écran à la maison. Cherchez l'erreur. Ils n'ont pas d'écran à la maison. C'est dans le même reportage que j'ai vu ça, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, pour moi, j'avais pas vraiment pensé à la recherche Google et au traitement de texte parce qu'en réalité, même les enfants qui ont beaucoup d'écran, ils les utilisent pas tellement pour ça. Et même là, je dois leur montrer en réalité. Oui. Merci en tout cas, Léla. On est obligé. Merci beaucoup. En tout cas, tu as eu quelques éléments de réponse aux questions que tu te posais. Julie, on va se retrouver tout à l'heure. Tout à l'heure pour la suite de notre échange parce que c'est déjà l'heure quasiment de l'info dans moins de 5 minutes. Et puis on a Vincent qu'on retrouve en direct du Mar. L'heure des bonnes affaires sur RCI. C'est la vie service. Rodrigue sur RCI. Et nous poursuivons notre échange avec Julie Bonfrat des cours. Julie, nous parlons des enfants, des adolescents, comment les aider à être mieux dans leur basket. Et puis dans un instant, Julie nous donnera 2 exercices de la méthode 3C. Mais revenons sur les besoins fondamentaux, Julie, des enfants et des adolescents. Oui, tout à fait. Donc les besoins fondamentaux de l'enfant et de l'adolescent, d'abord il y a l'attention. Donc l'attention que l'on porte à l'enfant, c'est une manifestation d'amour. Et c'est très important parce que si on ne le fait pas, l'enfant, il va essayer d'attirer l'attention en faisant des bêtises, en se faisant remarquer à l'école ou à la maison. Et ça, en général, c'est un manque d'attention. D'accord. En fait, l'attention, c'est une nourriture sur le plan psychologique. Donc, c'est vraiment très important d'avoir un temps vraiment de qualité avec son enfant. Bien. Donc, dans l'attention, il y a aussi la bienveillance. Donc, c'est-à-dire... Et ne pas demander à l'enfant de faire quelque chose qu'on ne ferait pas soi-même. Par exemple, les devoirs, quand on force l'enfant à faire les devoirs, alors qu'en fait, il n'y arrive pas du tout parce qu'il y a une émotion, il y a un stress ou parce qu'il a tout simplement eu suffisamment de cours dans la journée et qu'il n'en peut plus, et ben vous pouvez vous mettre à sa place et vous demander ce que vous faites quand vous avez quelque chose à faire et que vous ne le faites pas. Le ménage, par exemple, et que vous vous dites « Ah, là, j'en peux plus vraiment. Est-ce que vous le faites vraiment ou est-ce que quelquefois vous reportez ?» L'enfant, c'est pareil. Des fois, il se sent de le faire et des fois, il reporte. D'accord. Et donc, en fait, dans l'attention, il y a une formulation qui est très importante. Quand l'enfant vous dit quelque chose, un sentiment, quelque chose qu'il a besoin d'exprimer, que vous ne comprenez pas forcément, mais que vous pouvez par contre entendre. J'entends que ça t'a fait de la peine quand j'ai crié, par exemple. Mmh. J'entends que t'es fatigué. Et ça, vraiment, dans la communication, ça change beaucoup de choses. D'accord. Et après l'attention, il y a la structure. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. La structure, c'est le cadre que vous mettez à la maison. C'est vous qui décidez du cadre. Donc c'est vous qui décidez s'il y a des gâteaux industriels à la maison. Donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Et s'il y en a, si on en mange tous les jours ou pas. Et c'est également vous qui décidez quelle durée d'écran est appropriée pour votre enfant. Alors je sais que c'est pas facile parce que on vous dit pas exactement c'est tant de durée
durée d'écran par jour, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est à vous de gérer parce que votre enfant ne sait pas le faire tout seul. D'accord. Voilà, donc l'attention et la structure, ce sont les deux besoins fondamentaux de l'enfant. On peut passer maintenant aux exercices, c'est Yes, ça? yes. Alors, on commence par quoi, Julie? On va faire un exercice qui permet de libérer les tensions et d'amener la détente. Oui. Ça s'appelle la respiration toboggan. La respiration toboggan, en quoi elle consiste? Yes, ben on y va. Allons-y. Installez-vous Prêt. le dos droit. Relâchez les épaules. Ouais. Les yeux ouverts pour l'instant. Ouais. On va inspirer sur 3 temps. Donc, on va monter les marches du toboggan sur 3 temps en saccade. 1, 2, 3. Puis on ferme les yeux et on expire. Longue expire par le nez tout le long du toboggan. Encore une fois. Inspire en saccade. Ouvre les yeux. Inspire. 1, 2, 3. Expire. Longue expire par le nez, les yeux fermés tout le long du toboggan. Et on le fait une dernière fois. Inspiration, 2, 3. Et on expire les yeux fermés tout le long du toboggan. On garde les yeux fermés encore un instant pour sentir la respiration dans le ventre et la détente dans tout le corps. Et sur la prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Très bien. Très très bien. Donc ça c'est la respiration Toboggan. Toboggan. Comment tu D'accord. te sens, Rodrigue? Très sincèrement, Oui. détendu. Yes. C'est vrai que ce que tu disais sur la fin en tout cas, ressentir cette respiration dans le ventre, effectivement je l'ai ressenti. Donc voilà quoi. Ah oui. D'accord. Oui, on l'a fait la dernière fois, la respiration abdominale. Tout à fait. Plus on respire dans le ventre, mieux c'est. En fait, c'est vraiment la respiration qui permet de se détendre et de relâcher les tensions, de relâcher le système nerveux. Non, je précise à ceux et celles qui nous écoutent, ce n'est pas par pure flatterie que j'ai dit que ça... Non, c'est vrai. Oui. Je mettrai ça en pratique, ça fait du bien en tout cas. Ah, génial. Génial. Ensuite... Alors, le deuxième exercice s'appelle « J'ai confiance en moi ». Bon. Donc, il développe la confiance en soi. D'accord. Donc, Juste une parenthèse, ce sont des exercices à répéter également, pour que... Oui. Pour oui, ressentir les bienfaits, il vaut mieux les avoir. Alors, c'est des choses qu'on peut même faire assis dans sa voiture, quoi, je veux dire. Oui, tout à fait. Ce que je dis à mes élèves, c'est en fait de le faire tout. Bon, eux, ils en ont beaucoup des exercices. Ils peuvent vraiment choisir en fonction de ce qu'ils préfèrent et en fonction des besoins qu'ils ont. Oui. Et ce que je leur conseille, c'est de le faire tous les jours. Et si jamais ils loupent un jour, ne pas louper 2 jours de suite. D'accord. C'est une hygiène de vie un petit peu comme se brosser les dents. On peut louper une fois, mais pas 2 fois de suite. Passons au deuxième exercice. Donc là, on parle de confiance en soi. Alors, j'ai confiance en moi. Très bien. On s'installe, le dos droit, les épaules relâchées et les yeux fermés. Vous concentrez sur votre respiration. Elle va avoir 3 phases. Il y aura une grande inspiration, puis une petite pause, sans respirer de quelques secondes seulement, puis une longue expiration. Je vous explique d'abord. En inspirant profondément, vous allez penser « j'ai confiance en moi ». Puis restez sans respirer 2 ou 3 secondes et sentir la confiance en vous. Puis vous allez expirer et vous sentir bien. On va le faire ensemble. Inspirez profondément. Vous pensez « j'ai confiance en moi ». Tenez la respiration. Sentez la confiance à l'intérieur de vous. Expirez. Pensez « je me sens bien ». Encore une fois, inspirez profondément. Pensez « j'ai confiance en moi ». Restez. Sentez la confiance. Expirez et vous vous sentez bien. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez ouvrir les yeux. Moi, je vous conseille. Sincèrement, je vous conseille de mettre en pratique ces exercices. J'espère que vous avez pris des notes. C'est fou quand même comment... c'est vrai qu'on respire de manière totalement mécanique. Oui, voilà, on se lève, on respire, on dort, on respire. Mais quand on prend le temps de mettre en pratique certains de ces exercices, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. En fait, juste respirer déjà, ça fait du bien parce que ça fait une petite pause dans toute la journée où on a tendance à courir tout le temps et à pas prendre de temps pour nous. Et puis on peut le faire, comme je le disais, quelles que soient
les conditions dans lesquelles elle est, on peut faire ça au bureau, on peut faire ça aussi dans sa, enfin sans fermer les yeux quand même. Hein. Sans fermer les yeux. Dans la voiture. On ferme pas les yeux par contre. Même avant les examens. La respiration abdominale, on peut la mettre également. Alors, moi, dès que j'y pense, si jamais elle est plus dans le ventre, je la remets dans le ventre. Oui. La respiration normalement est tout le temps dans le ventre. On a tendance à dire qu'il faut, depuis bébé, on respire dans le ventre et puis après on nous dit de rentrer le ventre. Donc on rentre le ventre, on respire dans la poitrine. Ouais. Et en fait, c'est pas bon du tout. Ça nous permet pas du tout de nous détendre. Ouais. Alors que la respiration dans le ventre, ça change tout, effectivement. Et il y a un exercice aussi que mes élèves font avant les examens. Donc là, c'est pareil, ils ferment pas forcément les yeux. Ouais. Mais quand le prof distribue la copie du contrôle ou de l'examen, ils font un exercice pour se détendre et rééquilibrer les deux hémisphères du cerveau pour être plus concentrés. C'est la respiration de la montagne, on la fera aussi. On l'a vu la dernière fois aussi. Oui, on l'a faite. Okay. La respiration de la montagne, on l'a faite. C'est une de mes préférées, alors ça ne m'étonne pas que je l'ai déjà faite. Ah non, je sais. La respiration de la montagne, tu en as parlé lors d'un entretien avec Florian Ossu. Oui, c'est possible. Quand on parlait, il y a eu un reportage justement sur les épreuves de spécialité qui ont débuté mercredi. Effectivement, tu en as parlé dans ce reportage de la respiration de la montagne. Ceux qui la connaissent et puis ceux qui la connaissent pas, la respiration dans le ventre ou la respiration bâton. Ouais. Merci en tout cas, Julie. Avec grand plaisir. Merci de nous faire du bien. Merci beaucoup. Alors je termine quand même sur une conclusion parce qu'on a conseillé aux parents quoi faire pour que leurs enfants et leurs adolescents se sentent mieux dans leur basket. Mais en réalité, la première chose à faire, c'est prendre soin de vous. Parce que si vous êtes bien, vous allez pouvoir véhiculer quelque chose de positif à vos enfants. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Julie. Un numéro de téléphone. Avec grand plaisir. Avant de terminer. Oui, c'est un portable, 36 89 11, par WhatsApp, préférentiellement. 36 89 11, c'est un portable et vous communiquez donc avec Julie par WhatsApp. Merci beaucoup, Julie. À très bientôt, avec plaisir. Le toboggan, la respiration du toboggan et puis l'autre. J'ai confiance en moi. La respiration, j'ai confiance en moi. À mettre en pratique. Merci beaucoup, Julie. Belle fin de journée. Il est 10h16. L'heure des bonnes affaires sur RCI. C'est la vie-service. Rodrigue sur RCI. Allez, on termine avec les offres d'emploi avant de repartir sur une piste de bons plans. Les offres d'emploi pour ce vendredi 13 mai. Alors, l'offre 132 SKTV, coordinatrice de parcours. Votre mission, informer sur l'offre de soins du territoire, conseiller, orienter les usagers, leurs familles ou les professionnels de santé, réaliser les évaluations multidimensionnelles pour repérer les besoins, cibler les ruptures, risques dans le parcours de santé de l'usager, élaborer le plan personnalisé de coordination de santé de l'usager, le mettre en œuvre et en assurer le suivi, intervenir en appui aux professionnels dans la coordination des parcours de santé complexes, assurer un rôle de soutien et d'interface entre les personnes accompagnées et leurs familles, représentants légaux, les accompagnants et partenaires professionnels impliqués, collaborer et développer le partenariat avec les professionnels gravitant autour de l'usager, médecins, traitants, infirmiers, assistants de services sociaux, TSF, etc. Identifier les ressources appropriées à la demande de l'usager, assurer le reporting de l'activité réalisée, vous maîtrisez l'outil informatique et plus spécifiquement les outils Word et Excel, vous avez l'esprit d'équipe, un sens pratique, une capacité de négociation, un esprit de synthèse et vous êtes diplomate. Un poste à pourvoir également en CDI. Nature de l'offre, contrat à durée déterminée de 6 mois, expérience exigée de 3 ans, formation exigée Bac+3, Bac+4 ou équivalent, infirmière. Le travail Fort-de-France et Lamentin, durée hebdomadaire de travail 35 heures, horaires normaux, salaire 2500 € à 2700 € sur 12 mois, permis B, véhicule léger et déplacements fréquents. Pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner avec votre compte Pôle emploi. La deuxième offre, 130 VQHY, éducateur spécialisé, éducatrice spécialisée. En collaboration avec le permanent responsable, nous recrutons un éducateur ou une éducatrice spécialisée pour le lieu de vie et d'accueil. La passerelle est située au Lorrain. Vous serez chargé d'organiser et de mettre en place des actions socio-éducatives pour des mineurs confiés par l'aide sociale à l'enfance. Nature de l'offre, contrat à durée déterminée de 6 mois, une expérience exigée de 5 ans, formation Bac+2 ou équivalent éducateur spécialisé, lieu de travail le Lorrain, durée hebdomadaire de travail 17h30, horaires normaux, salaire à débattre selon expérience, permis B, véhicule léger et déplacement ponctuel départemental. Pour postuler à cette offre, veuillez vous positionner avec votre compte Pôle emploi. Voici pour les offres d'emploi de ce vendredi 13 mai. L'heure des bonnes affaires sur RCI.